Bonjour à toutes et à tous. Au nom de la Tribune et de TX Studio, je suis ravi de vous accueillir pour ce troisième Perma Restart Café. Perma Restart Café qui, comme son nom l'indique, a pour ambition de mettre en exergue l'analogie entre la permaculture et la transformation managériale et sociétale. Pourquoi une telle analogie? Tout simplement parce que si on résume la permaculture en une expression, c'est mieux on mélange, mieux ça pousse, et dans un hashtag, mieux, différemment, moins. Mieux, différemment, moins, qui aujourd'hui, avec notre très brillant invité Bertrand Piccard, qui fait suite à Aurélie Jean et Arnaud Montebourg, qui aussi avaient beaucoup d'idées à mettre en avant. Ce mieux, différemment, moins va être le fil rouge de cette heure de conversation approfondie, enrichie par les contributions de notre communauté qui pose des questions que transmettra Jean-Christophe Tortora, que je salue et à qui je cède la parole pour nous présenter, mais faut-il le présenter, Bertrand Piccard. C'est parfait. Merci Jérôme. Désolé, en effet, la connexion était un peu difficile. Écoutez, on a le plaisir d'accueillir en effet un personnage qui vient tout droit certainement d'un roman de Jules Verne. Il aurait pu être au cœur du Tour du monde en 80 jours ou encore Voyage au centre de la Terre. Mais il n'est pas un personnage. Il est en chair et en os avec nous ce matin dans le Perma Restart Café. C'est un vrai aventurier, c'est un vrai entrepreneur. Aucun défi ne lui échappe. Tour du monde en ballon en 1999 ou encore plus récemment entre mars 2015 et mars 2016. Il a bien sûr co-développé et copiloté justement Solar Impulse, ce premier tour du monde d'avion sans carburant. À vrai dire, avec Bertrand Piccard, c'est la force d'une vision de l'innovation technologique au service des défis environnementaux. Alors, ce matin, nous allons nous plonger dans peut-être ce qui est un roman de Jules Verne, mais qui n'est plus un roman, qui est la réalité aujourd'hui des grands défis technologiques et environnementaux du XXIe siècle. Non, Bertrand Piccard n'est pas un personnage de roman, il est tout simplement un homme du XXIe siècle, un homme d'aujourd'hui. Alors, cher, non pas Bertrand Piccard, mais donc Jules Piccard, j'ai une première question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez de l'analogie entre la permaculture et la transformation managériale et sociétale? Alors d'abord, bonjour à tous. Merci de votre invitation. C'est un sujet qui me passionne parce que ce côté de la permaculture où on mélange tout est en fait beaucoup plus subtil que simplement un mélange. Et la psychothérapie a vécu exactement ce phénomène-là il y a 30 ou 40 ans. Autrefois, on ciblait chaque personne indépendamment. On ne faisait que des thérapies individuelles. Et puis tout à coup, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait faire de la systémique. La systémique, c'est étudier les liens entre les personnages pour pouvoir faire une thérapie. Parce que c'est pas forcément celui qui vient consulter qui est malade. C'est peut-être quelqu'un d'autre, et peut-être que celui qui vient consulter est très sain, au contraire. Et en mettant tout le monde ensemble, on va étudier les synergies positives ou bien peut-être les annulations que chacun arrive à créer. Parce que dans les relations humaines, on peut avoir 1 plus 1 égale 3 quand on a une synergie, mais ça peut être 1 plus 1 égale 0 si chacun annule la personnalité, la créativité ou l'énergie de l'autre. Et j'ai l'impression que finalement, la permaculture, c'est aussi ça. On croit qu'on mélange, mais c'est pas qu'on mélange. C'est qu'on crée des synergies. C'est qu'on crée des relations que la nature connaît bien et que nous, peut-être, ne connaissons pas très, très bien. Et peut-être que la mauvaise herbe, elle n'est pas mauvaise pour tout le monde. Et peut-être que la belle plante qui pousse n'est pas forcément bonne pour le reste. Donc, je trouve que les analogies sont magnifiques et ça m'amuse beaucoup de vous voir comme ça faire de la systémique dans la culture. Et bien sûr que dans le management, bien sûr que dans la politique, il faut passer de cette vision sectorialisée qui perd beaucoup de compréhension du monde à une vision beaucoup plus systémique. On étudie les liens entre tous les éléments. Bertrand Piccard, justement, tout à l'heure, je disais, une de vos plus belles aventures, c'est bien sûr l'aventure de Solar Impulse. 13 ans de recherche.
Donc, ça a été long pour porter un projet révolutionnaire qui marque quand même le début de ce 21e siècle. C'est pour cette raison, je disais, vous n'êtes pas un personnage de roman, mais vous êtes un homme dans la réalité et un vrai aventurier. Est-ce que justement l'idée de plus on mélange, plus ça pousse, est-ce que vous avez justement des exemples qui me démontrent que pendant ces 13 années de recherche, vous avez su tirer plusieurs enseignements dans votre capacité d'innover, d'expérimenter, à la fois dans la technologie pour porter ce rêve de Solar Impulse? Alors, le premier exemple, c'est la constitution de l'équipe. Si on avait pris des gens identiques, qu'on n'avait pas mélangés justement, si on avait pris des ingénieurs qui connaissaient le monde aéronautique, ils nous auraient tous dit que Solar Impulse était impossible et on se serait arrêté là. Qu'est-ce qui a fait qu'on a pu réussir avec Solar Impulse? C'est qu'on a mélangé tous les talents, toutes les professions, toutes les expériences, parfois même toutes les cultures. En fin de compte, qui a construit les grosses pièces de Solar Impulse? Un chantier naval. Un chantier naval qui ne savait pas que c'était impossible de faire un avion solaire. Et ce n'est pas simplement une plaisanterie que je dis là. Il y a cette fameuse phrase de Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait. Mais c'est une réalité. Quand on ne sait pas que quelque chose est impossible, on n'a pas de filtre. On ne va pas voir tous les problèmes. On ne va pas voir tout ce qui nous empêchera de réussir. On va au contraire voir tout ce qui permet de réussir. On va voir les solutions au lieu de voir les difficultés. Donc, en mélangeant dans notre équipe des gens d'horizons complètement différents, eh bien, on avait une créativité qui était magnifique. Le chef de l'atelier, c'était un jardinier, mais un jardinier qui était connu pour fabriquer des modèles d'avions en balsa extrêmement légers et extrêmement fins. Et on s'est dit, ben voilà, ça c'est quelqu'un qui sait travailler avec des matériaux très fragiles et c'est lui qui a dirigé l'atelier de construction. Donc, complètement d'accord avec vous, mais il ne faut surtout pas que les gens qui nous écoutent pensent que quand on dit mélanger tout, c'est négatif. Je pense que mélanger tout, c'est positif. Et c'est la même chose, on va partir dans un autre domaine qui me passionne aussi, c'est la religion, la spiritualité. Dans ces domaines-là, qu'est-ce qui crée autant de rejet face à la religion? Qu'est-ce qui fait que tellement de gens disent « Ah, moi je suis agnostique, moi je suis athée, etc. » Mais c'est que chaque religion est sûre d'avoir raison. Et par conséquent, elle crée des rejets parce qu'on aime découvrir, on aime s'interroger, on n'aime pas recevoir des réponses toutes faites, forcément. Les dogmes nous étouffent. Ce qui fait que quand on mélange toutes les religions, quand on mélange toutes les sources de spiritualité, quand on mélange toutes les philosophies, qu'est-ce qui ressort? Il ressort quelque chose de beaucoup plus complet, c'est-à-dire des compréhensions de plusieurs angles différents, de plusieurs personnes différentes, de plusieurs courants de pensée différents qui se complètent, qui s'expliquent, qui s'alimentent mutuellement, qui se nourrissent d'autres exemples, et ça permet d'avoir une meilleure vision du monde. Donc oui, mélangeons au maximum de manière à enrichir le débat, la compréhension, la vision du monde ou simplement les stratégies et les outils qu'on a. Alors évidemment, on entend fortement ce que vous dites. Après, on est tous, individuellement et collectivement, le monde est dans un contexte très compliqué. Quel contexte de l'après-Covid pour la Chine, début de la fin de la pandémie en Europe, mais il ne faut pas oublier que l'Amérique du Nord et latine est toujours touchée. Dans ce contexte-là, est-ce que tout ce contexte est l'opportunité de faire mieux, différemment et moins, ce qui est une autre façon de parler de permaculture et des bénéfices de la permaculture? Alors, le mieux, différemment et moins, moi, c'est ce que j'appelle la croissance qualitative. Et je vais vous expliquer ça déjà peut-être en disant ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, on a deux voies possibles qui sont pour moi toutes les deux vouées à l'échec. Une, c'est la décroissance, où on fait simplement moins. Moins, c'est ce qu'on a eu pendant toute la crise du Covid, et on voit que ça a mis des centaines de millions de personnes dans le monde au chômage, avec des milliers d'entreprises qui risquent de disparaître, énormément de souffrance. Il faut vous imaginer, dans un pays comme les États-Unis où il y a peu de protection sociale,
c'est des familles entières qui finissent sur le trottoir, dans la rue, sans logement. Voilà à quoi on arrive avec la décroissance. Pour moi, ce n'est pas une voie admissible. Maintenant, la voie alternative de la croissance quantitative, hein, toujours plus, toujours davantage de consommation, toujours plus de gaspillage, c'est évidemment une voie sans issue aussi, parce que ça nous amène à un chaos, non pas social cette fois, mais environnemental. Donc, entre les deux, il faut quoi? Eh bien, il faut peut-être mélanger ce qui est bon dans chacun. Et quand on mélange ce qui est bon dans chacun, on obtient la croissance qualitative. C'est quand on crée de l'emploi, quand on fait du profit, quand on développe la protection sociale, qu'on améliore la qualité de vie de tout un chacun, mais en remplaçant ce qui pollue parce qu'il protège l'environnement. C'est-à-dire avec mieux. Avec mieux. On ne fabrique pas plus de choses pour avoir plus, on fabrique ce qu'il faut pour isoler les maisons, pour avoir une mobilité électrique, pour avoir des villes intelligentes, pour avoir des pompes à chaleur, pour avoir des sources alternatives et propres d'énergie. C'est-à-dire qu'on a moins de gaspillage, on a moins de consommation pour rien. Mais par contre, on a autrement à disposition tout ce qu'il nous faut pour pouvoir fonctionner économiquement et en même temps en protégeant l'environnement. Et ce différemment, c'est peut-être le terme le plus sensible dans ce que vous dites, parce que beaucoup de gens ne veulent pas faire différemment. Beaucoup de gens ont simplement peur du changement, ils ont envie de s'accrocher à ce qu'ils connaissent et à le faire durer le plus longtemps possible. Et beaucoup d'erreurs ne sont pas des mauvaises décisions d'action, c'est simplement l'erreur de garder trop longtemps ce qui a marché dans le passé, mais ce qui ne marche plus aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut cette capacité de changer, il faut de la confiance dans le changement, et c'est là qu'il faut être un explorateur. L'explorateur, c'est celui qui n'est pas satisfait de ce qu'il a, et il veut autrement, il veut mieux, il veut différemment. L'explorateur, il essaye toujours d'aller voir comment on peut faire autrement que ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça donne une évolution pour la société. Et aujourd'hui, on a besoin d'évolution. Quand on dit qu'on tourne la page de la crise du Covid, c'est qu'on doit aller à la page suivante. C'est surtout pas revenir à la page précédente, ce qui serait une absolue catastrophe. Justement, Bertrand Piccard, on a constaté maintenant depuis quelques semaines beaucoup de déclarations des acteurs de l'industrie de l'aéronautique, mais encore des responsables politiques à travers le monde, qu'il fallait que l'aviation évolue. Est-ce que vous considérez que cette crise du Covid doit être à la fois une sorte d'opportunité pour faire un saut technologique pour l'aéronautique? Il a été annoncé par Bruno Le Maire un plan aéro. Vous-même, vous aviez fait la démonstration de voler à travers la planète 40 000 km sans goutte de carburant. Est-ce que c'est le moment où l'aéronautique doit aussi se réinventer pour imaginer avec vous l'avion de demain? C'est le moment où tout notre monde doit se réinventer. Alors, l'aéronautique, bien sûr, mais il ne faut pas stigmatiser un secteur au profit des autres. L'aéronautique, c'est 3% des émissions de gaz carbonique. C'est moins que le streaming vidéo. C'est 2 fois moins que le textile. C'est beaucoup, beaucoup moins que l'habitat. L'habitat, c'est à peu près 40%. Et puis, c'est tellement moins la mobilité avec des moteurs à combustion, des camions, des moteurs diesel, etc. Donc, il faut relativiser. Bien sûr que l'aéronautique doit évoluer aussi. Et pourquoi est-ce qu'on se focalise beaucoup sur l'aéronautique? C'est que l'aviation a été depuis 120 ans un facteur d'innovation extraordinaire. On a cru que c'était impossible de voler et on a pu voler. On a même pu aller sur la Lune. C'est fantastique. L'aviation a transformé le monde au XXe siècle. Alors, on attend de cette aviation qu'elle continue à montrer l'exemple. Et ça fait quelques années qu'il y a de l'optimisation, c'est-à-dire on essaye de faire mieux, mais il n'y a pas d'innovation dans le sens où on n'essaye pas de faire différemment. Alors, cette crise du Covid, elle doit nous montrer que partout, il faut faire différemment si on veut être capable de faire mieux. C'est pas simplement faire un petit peu mieux et optimiser, c'est avoir des ruptures technologiques, des sauts technologiques qui nous permettent d'inventer quelque chose d'autre. Alors aujourd'hui, quand Bruno Le Maire, que j'admire beaucoup, il a beaucoup de courage, quand il soutient la filière aéronautique française en voulant avoir la compagnie aérienne Air France la plus propre au monde,
et un avion zéro émission de carbone en 2035, c'est fantastique. D'abord, il dit pas 2050 comme tout le monde, parce que 2050, ça veut dire qu'on a tout le temps pour le faire. 2035, ça veut dire qu'il faut commencer tout de suite. Et ça, c'est stimulant pour l'industrie, parce que si l'industrie aéronautique sent qu'il y a une demande, ils vont vraiment s'y mettre. Et aujourd'hui, il y a des avions de 2 places électriques qui volent régulièrement. Les Américains ont fait voler un avion de 9 places il y a 1 ou 2 semaines à l'électricité, donc avec des batteries. On étudie de plus en plus la filière hydrogène pour l'aviation, ce qui est peut-être plus simple que de mettre des batteries, en tout cas plus léger que de mettre des batteries. Et puis, ça permet d'inclure, puisqu'on est dans la permaculture, hein, on mélange, on inclut dans le processus également toute l'industrie pétrolière plutôt que de l'exclure. Les pétroliers savent fabriquer de l'hydrogène parce que c'est un liquide, ils savent le transporter, ils savent le distribuer, ils savent le vendre. Donc ils peuvent être partie prenante du projet plutôt qu'être opposés au projet. Donc je crois qu'on a quelque chose de très crédible et comme toujours, on entend des gens qui disent c'est impossible. Et si on entend des gens qui disent que c'est impossible, ça veut dire que le projet est ambitieux. Ça veut dire qu'il faut justement le soutenir. Alors justement, en parlant d'ambition, vous avez parlé tout à l'heure de croissance qualitative. Il y a évidemment l'enjeu qui paraît incompatible entre cette croissance qualitative et la profitabilité, par exemple. Et donc, je voulais savoir, et on voit derrière vous le 1000 solutions pour changer le monde. Est-ce que vous pouvez nous dire au fond, au-delà de la philosophie, vous, quel est l'outil, si on peut le dire comme ça, que vous avez inventé pour montrer, si j'ai bien compris, très concrètement que ces deux concepts de croissance qualitative et de profitabilité sont non seulement compatibles, mais totalement alignés avec la vision que vous avez? Oui, c'est le défi que nous avons lancé d'identifier 1000 solutions qui sont financièrement rentables pour protéger l'environnement. Donc, ça peut être des technologies propres, des sources d'énergie, mais aussi des systèmes, des produits, des matériaux qui créent de l'emploi, qui développent des entreprises, qui sont rentables également pour le consommateur parce que ça permet d'économiser de la consommation, notamment énergétique ou de ressources naturelles. Donc, c'est rentable pour celui qui produit, c'est rentable pour celui qui utilise. Et puisque c'est plus efficient, ça va protéger l'environnement. Il faut voir qu'aujourd'hui, on vit dans une société d'ultra-gaspillage. Ultra-gaspillage. 50% de l'alimentation qui est fabriquée est perdue. Probablement 75% de l'énergie qui est fabriquée est perdue. À peu près 50% des ressources naturelles. On pollue les océans, on pollue l'air, on pollue les sols, on met des produits chimiques ou des hormones et des antibiotiques dans la nourriture. En bref, on marche sur la tête. On marche complètement sur la tête. Et non seulement ça détruit l'environnement, mais ce n'est pas du tout rentable. On perd des marchés entiers, des débouchés entiers, des industries entières, parce que on considère tout en ligne droite plutôt qu'en circularité. Donc, aujourd'hui, si on veut être rentable, si on veut créer des emplois, si on veut faire du profit, même s'il n'y avait pas de changement climatique, même s'il n'y avait aucun problème pour l'environnement, eh bien, il faudrait utiliser toutes ces nouvelles technologies et tous ces nouveaux systèmes parce que c'est rentable, ça rend plus efficient, on a moins de gaspillage, on produit de l'énergie avec des déchets, on donne des deuxièmes vies, on utilise les voitures électriques pour stocker l'électricité quand elle ne roule pas et la restituer sur le réseau électrique quand le réseau électrique a besoin d'énergie, quand il y a un pic de consommation. Enfin, tout ça, c'est de la systémique. On met tout ensemble. Donc, on revient dans votre permaculture où on mélange tout, mais on le mélange avec un ordre extrêmement précis pour que ça se combine bien. Alors, on a donné le défi des 1000 solutions. Aujourd'hui, on en a 537. Enfin, hier, 537. Mais 537, c'est quoi? C'est des solutions qui ont été labellisées par des experts comme crédibles technologiquement aujourd'hui et commercialisables ou déjà commercialisées aujourd'hui, protégeant l'environnement et financièrement rentables. Donc, c'est 537 preuves aujourd'hui que la protection de l'environnement est plus rentable que sa destruction. Et c'est ça qu'on veut montrer. C'est ça qu'on veut montrer aux entreprises, aux chefs d'État, aux gouvernements, aux législateurs, de manière à stimuler aussi des réglementations
qui sont beaucoup plus modernes. Aujourd'hui, il est légal de polluer. Donc, vous avez beaucoup de gens et d'entreprises et de pays qui disent, mais écoutez, nous, on suit la loi. Si la loi change, on fera mieux. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait est permis. Et c'est ça qu'il faut éviter. Il faut que toutes ces technologies modernes d'aujourd'hui puissent sous-tendre une réglementation beaucoup plus adaptée aux besoins d'aujourd'hui, de manière à ce qu'on puisse évoluer et qu'on puisse développer toutes ces entreprises et donner au public des choses qui coûtent moins cher à utiliser et qui en même temps protègent l'environnement. J'aurai une 538e solution à vous proposer en off après. Très bien. Bertrand Piccard, les dirigeants d'entreprise voilà, vous apprécient parce que vous incarnez d'une certaine manière une écologie pragmatique. Vous l'avez dit tout à l'heure en préambule de cette émission, vous n'êtes pas pour la décroissance, mais pour concilier justement l'exigence d'une croissance verte et une croissance écologique au service du développement économique. Qu'est-ce que dit Bertrand Piccard quand vous rencontrez Jean-Laurent Bonnafé ou Patrick Pouyanné, patron de Total? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous leur dites à la fois sur la nécessité d'accompagner cette relance économique, mais de mettre la transition écologique comme prioritaire? Vous avez vu le débat en France, hein, quelquefois d'un MEDEF qui a hésité, qui disait peut-être qu'il fallait retarder certaines contraintes. Voilà, qu'est-ce que vous leur dites librement à ces patrons quand vous les voyez dans leur bureau? Eh bien, quand je vois Jean-Laurent Bonnafé, le patron de BNP Paribas, je lui dis bravo pour ce que vous faites. Parce que BNP Paribas est très en avance dans les financements responsables. Ils commencent à se retirer, ils se sont déjà retirés des investissements dans les énergies fossiles non conventionnelles et ils sont clairement axés sur l'efficience énergétique, les énergies renouvelables, les nouveaux processus industriels. Ils savent que c'est ça qui est prometteur. Ils savent que les investissements dans le charbon et le pétrole, ce sont des actifs pourris, comme les subprimes en 2008, c'est-à-dire des actifs qui sont totalement surévalués, et puis tout à coup ça s'écroule et on se demande pourquoi. Pourquoi? C'est simplement parce que ça n'avait pas d'avenir. Donc aujourd'hui, vous voyez des entreprises qui sont très grandes et qui ont compris dans quelle direction se diriger, et j'admire ça. Vous savez, on a publié avec la Fondation Solar Impulse il y a je crois que c'était un mois dans Le Monde et c'est sorti hier dans le Financial Times, une tribune qui est co-signée avec 12 grands patrons d'entreprise, dont Jean-Laurent Bonnafé, dont Bernard Arnault, dont le CEO de Nestlé, la patronne d'Air France, Jean-Pierre Clamadieu de Engie, etc. Et tous, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils veulent des politiques environnementales et énergétiques beaucoup plus ambitieuses, de manière à ce que toutes ces nouvelles technologies arrivent sur le marché, qu'ils puissent évoluer, qu'ils puissent se développer avec ces nouvelles technologies, mais qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence avec les entreprises qui ne veulent pas jouer le jeu. Et c'est ça qui est important. C'est là que le monde politique a un rôle important à jouer. Il y a des pionniers qui montrent que c'est possible, et puis il y a des retardataires qui font tout pour pas que ça change. Ces retardataires-là, ces résistants au progrès, il faut les forcer à entrer dans le mouvement. Et c'est pour ça qu'il faut que les réglementations aujourd'hui soient équitables pour tout le monde. Et vous pensez, Bertrand Piccard, parce que vous avez répondu sur BNP Paribas, sur Total, sur des grands acteurs énergéticiens, bien sûr, dont leur métier est le carburant et les énergies fossiles, vous leur dites quoi? Il faut accélérer encore plus vite leurs engagements dans la transformation de leur groupe. Ils vous voient comment, justement? Parce que quand vous faites le tour du monde sans le carburant, vous êtes pour eux un ennemi ou au contraire, vous êtes un exemple? Alors, moi, ce que je remarque, c'est qu'on ne peut pas considérer les entreprises pétrolières comme des ennemis. Moi, je ne suis pas l'écolo intégriste qui considère que le pétrolier est un ennemi, parce que notre monde aujourd'hui fonctionne grâce au pétrole. C'est clair, on ne ferait rien sans le pétrole. On reviendrait à l'âge de la pierre sans le pétrole. Donc les sociétés pétrolières ne font que de fournir au public ce dont le public a besoin. Mais maintenant, ce besoin doit évoluer. Donc moi, ce que je dis aux entreprises pétrolières, c'est que pour durer, elles doivent se diversifier. Se diversifier, ça ne veut pas dire tout abandonner tout de suite dans le pétrole, ça veut dire créer quelque chose de nouveau. Alors Total le fait très timidement pour l'instant, mais ils le font quand même.
Par exemple, en rachetant SunPower, qui est une entreprise de panneaux solaires, qui équipait d'ailleurs des ailes de Solar Impulse. Total fait beaucoup mieux que beaucoup d'autres majors du pétrole qui font du greenwashing complet en disant ils se préoccupent du CO2, mais en fait, ils continuent exactement comme avant. Non, je pense qu'on doit faire maintenant des alliances avec des entreprises comme Total, les aider à se diversifier. Et quand on parle de financement des énergies fossiles, c'est effectivement les énergies fossiles qui doivent arrêter d'être financées, mais les entreprises pétrolières, dans leur tentative de diversification, doivent être soutenues. C'est là qu'il faut mettre de l'argent. Alors, je vous donne un exemple que j'aime beaucoup, c'est celui de Schlumberger. Schlumberger est une entreprise de prospection et de forage pétrolier. Et maintenant, ils ont créé une diversification pour forer des puits géothermiques dans les villes, où ils ont inventé un système qui permet de forer en oblique. Donc, devant un immeuble, au centre-ville, sur une place de parc, vous arrivez à forer des sondes géothermiques pour chauffer tout l'immeuble avec de la géothermie, avec des pompes à chaleur. Mais voilà qui doit être soutenu. C'est là qu'il faut mettre l'argent. Alors, quand aujourd'hui, on voit ces milliards d'euros et de dollars qui arrivent sur les marchés pour aider les entreprises, il faut que ce soit dans toutes ces diversifications-là. Il ne faut pas que ce soit pour le main business qu'on soutienne, mais dans tout ce qui est nouveau et dans tout ce qui va faire une différence. Alors justement, pour faire la différence, vous avez fait référence justement aux 12 grands patrons avec qui vous avez co-signé cette tribune dans le monde qui a été très remarquée, a fortiori maintenant avec l'ampleur dans le FT. Mais j'ai une petite question, est-ce que tous ces gens-là vous suivent par conviction, par intérêt, par cynisme, ou parce que vous avez tellement de leadership qu'ils n'osent pas vous dire non? Alors, je pense qu'ils combinent leurs propres intérêts avec leurs propres convictions. Parce qu'on voit très bien ceux qui parlent et qui ne font rien. Ceux-là, ils n'ont pas droit de… Vous avez des noms? Dans Solar Impulse. Non, je crois qu'on n'est pas là pour accuser, on est là pour soutenir. Ouais, je suis d'accord. Soutenir ceux qui font bien. Dans ceux qui font bien, il y a une conviction personnelle, ça c'est sûr. Mais la conviction personnelle ne suffit pas toujours pour faire changer une entreprise de cap. Et quand l'intérêt de l'entreprise correspond à la conviction du patron, ça va bouger. Mais il faut la conviction du patron pour que ça bouge. L'intérêt de l'entreprise ne suffit pas. Ce qui est terrible, c'est que vous avez des entreprises qui devraient absolument évoluer. C'est une question de survie pour elles, mais comme les patrons ne s'y intéressent pas, eh ben la société va stagner. Absolument. Bertrand Piccard, on a aujourd'hui, en effet, vous l'avez dit, on est dans une période d'accélération face à de nombreuses transitions. J'aime bien le personnage d'Antoine Saint-Exupéry, dont certains vous comparent, justement, entre vol de nuit, vol de jour ou le Petit Prince. J'ai envie de vous dire, avec la vision que vous avez, êtes-vous plutôt de nature optimiste sur la capacité, justement, à la fois à réunir, on va dire, les grandes entreprises, mais aussi le rôle de l'État, parce qu'on voit bien que dans cette crise, l'État revient en force, que ce soit ici en Europe avec le rôle de la France, mais aussi aux États-Unis ou en Chine. Avez-vous le sentiment, parce qu'il y a eu cette période d'optimisme avec les accords de Paris, puis on a vu finalement que les États n'étaient plus alignés avec le retrait des États-Unis. Globalement, voilà. Est-ce que, Bertrand Piccard, vous êtes optimiste de ce qui va être entrepris dans les prochaines années? Quelle est votre vision à 5 ou 10 ans? Alors, je suis très optimiste quand je vois la quantité de solutions que la technologie amène, que l'industrie amène, que l'économie amène, que la finance amène. Il y a énormément de solutions et ça donne confiance. Maintenant, je suis très pessimiste quand je vois la lenteur qu'il faut pour intégrer ces solutions-là dans le monde, pour implémenter tout ça. Et même si ce serait totalement logique, encore plus qu'écologique de le faire, vous avez une inertie administrative et bureaucratique et législative qui est effrayante. C'est-à-dire, en fait, on se trouve devant un oignon avec chaque loi qui est une couche supplémentaire qui est mise par-dessus les autres. Donc, il y a un moment où on ne sait plus quelle couche utiliser. Et même si tout le monde a envie d'avoir des bus électriques, vous ne savez pas comment faire
pour payer un bus un peu plus cher au départ, même si vous savez que sur 10 ans, vous allez récupérer beaucoup plus d'argent, parce qu'il y a beaucoup de règlements qui disent qu'il faut acheter le moins cher tout de suite, même si après, ça devient plus cher. Donc, il y a des trucs complètement illogiques et il faut se battre là contre. Et ce que je remarque, c'est que la différence, alors je ne sais pas si c'était votre question suivante, j'enchaîne là-dessus, la différence est faite par des individus. Vous avez des ministres ou des présidents ou des grands fonctionnaires qui ont une vision et grâce à eux, ça change. Et puis dans d'autres pays, celui qui a exactement la même position ne fait rien changer du tout parce que c'est un adepte du statu quo. Et on voit bien que ce sont des individus qui font la différence. Et ceux-là, il faut les soutenir à fond dès qu'il y en a un qui émerge. Et Bertrand Piccard, justement, juste pour réagir à ce que vous dites, c'est vous avez mis toute votre action au service, justement, les technologies au service de l'environnement. Ça a été justement les choix que vous avez faits dans toutes vos aventures entrepreneuriales. Est-ce que le Bertrand Piccard a aussi un engagement, une vision? C'est vrai qu'on parle beaucoup de choc environnemental, mais vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi quand même le risque de la fracture sociale. C'est-à-dire que oui, l'environnement, et puis on voit aujourd'hui la montée d'inégalités, vous l'avez dit, la situation, justement, la décroissance amène beaucoup d'individus dans le monde dans des situations très précaires avec du chômage massif. C'est que peut faire le Bertrand Piccard? Vous êtes l'homme qui mène tous les combats pour sauver la planète et l'environnement. Quel est le combat que vous pouvez mener pour sauver, j'allais dire, les gens et les people au travers le monde? Ce qui m'a fait le plus plaisir l'année dernière, le highlight pour moi, c'est quand Emmanuel Macron m'a demandé de parler au G7, à tous les chefs d'État qui étaient invités à Biarritz, justement de cette combinaison entre les inégalités et les changements climatiques. Et de montrer qu'il faut justement mélanger les deux. Il faut mettre tout ça ensemble. On ne peut pas faire que les inégalités sociales, que l'environnement, que l'économie, que l'industrie, etc. Tout va ensemble. Et aujourd'hui, si vous voulez réduire la fracture sociale, vous êtes obligé de faire deux choses. Vous devez développer l'économie pour qu'il y ait assez de cotisations, de charges sociales qui puissent aller pour les retraites, pour les caisses maladies, etc. Et pour soutenir ceux qui, par solidarité, doivent être soutenus parce qu'ils n'arrivent pas à suivre le rythme effrayant de notre monde. Donc, il faut développer l'économie comme ça. Mais il faut aussi permettre aux gens de payer moins, de dépenser moins sur tout ce qui, aujourd'hui, est trop cher à cause du gaspillage. Pourquoi est-ce qu'on paye tellement de charges de chauffage et d'eau chaude et d'électricité dans des maisons? Mais simplement parce que les maisons sont mal isolées, parce que les systèmes électriques sont archaïques, parce qu'il n'y a pas de smart grid, parce qu'on met des chauffages électriques à résistance, des radiateurs électriques à résistance qui consomment 4 fois plus qu'une pompe à chaleur. Mais aujourd'hui, toutes les technologies qui protègent l'environnement vont permettre aux gens de payer moins puisqu'on est plus efficient. On peut diviser les charges par 2 d'un locataire dans un appartement. Et puis, quand on voit au niveau des emplois, il y a des tas d'emplois qui n'existent pas encore parce que les métiers n'existent pas encore. Tout ce qui est transformation des déchets en énergie, recyclage, deuxième vie, tout ça, toute la digitalisation, tous les services qu'on amènera aux entreprises, au pouvoir public ou aux consommateurs pour augmenter l'efficience de sa consommation. Tout ça, c'est énorme comme potentiel. Et ces emplois ne sont pas encore créés, donc il faut absolument les créer. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans votre équation là, du mieux, différent et moins, si on consomme moins d'énergie, c'est qu'il y a eu des digitalisations ou des optimisations qui ont été faites. C'est le modèle d'Engie. Engie vend des services aux consommateurs pour que le consommateur ait besoin de moins d'énergie. Et comment est-ce que Engie se paye? Eh bien, en partageant le profit de cette économie avec le consommateur. Donc, c'est un business model où moins on fabrique et moins on vend, plus on gagne, parce qu'on gagne sur le service qui est donné. Voilà une manière de créer du profit sans consommer plus. Et c'est ça qui me différencie
de certains mouvements écologistes, c'est que quand on parle de décroissance, on croit qu'il faut tout décroître, qu'il faut décroître la consommation et décroître l'entier du fonctionnement de la société. Et moi, je pense qu'on peut décroître la consommation en gagnant plus. C'est ça qui est intéressant dans le modèle de la croissance qualitative. Alors, c'est formidable. Je voudrais revenir une seconde sur le G7. Parce que le G7, il y avait eu deux surprises. Une surprise diplomatique qui était ce fameux avion du ministre des Affaires étrangères iranien. Malheureusement, ça a fait pchit. Et puis, il y a eu votre intervention. Et est-ce que, au fond, moi, j'aurais adoré être petite souris. Ça donne quoi d'être devant les chefs d'État les plus puissants du monde? Comment on se prépare? Dans quel état d'esprit vous étiez? Est-ce qu'ils vous ont écouté? Est-ce que vous avez réussi à capter les regards? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour sur expérience et nous raconter à la fois l'émotion que vous avez eue, les inquiétudes peut-être que vous aviez eues et le plaisir, j'imagine, que vous avez eu aussi? Alors, le G7, ce n'est pas une immense salle de spectacle où il y a quelques chefs d'État noyés dans une masse de journalistes, de publics, d'ONG, etc., comme à la COP. Non, c'est une grande table ronde dans une pièce et autour, il y a les chefs d'État. Et quand vous venez parler, vous vous asseyez à leur table, à côté d'eux, et vous parlez en les regardant dans les yeux. Alors, c'est clair que si vous sortez un papier et puis que vous commencez à lire votre papier, eux vont se mettre à tapoter sur leur téléphone. Mais quand vous n'avez pas de texte à lire, que vous savez ce que vous voulez leur dire et que vous le dites en les regardant dans les yeux, c'est extraordinaire comme moment. Alors, moi, j'avais préparé mon intervention vraiment en montrant que même s'il n'y avait pas de changement climatique et même s'il n'y avait pas de problème pour l'environnement, toutes les technologies d'efficience, d'énergie renouvelable, etc., en fait, toutes les solutions qu'on trouve avec la Fondation Solar Impulse sont rentables et valables en tant que telles. Malheureusement, comme c'était la matinée consacrée à l'environnement, Trump n'était pas dans la salle et j'avais un petit peu axé tout le discours pour parler son langage de profit et de création d'emplois, mais montrer que si on parle vraiment ce langage, eh bien, on doit partir dans les solutions d'efficience, dans les solutions qui protègent l'environnement aussi. Malheureusement, il n'était pas là. Ça, c'était un peu frustrant. Mais quand vous avez Trudeau qui arrive en disant c'est fantastique, je soutiens ça totalement. Le président de l'Afrique du Sud qui était invité et qui dit il faut qu'on reste en contact, il faut mettre davantage d'énergie solaire en Afrique du Sud, etc. C'est vrai que ça crée des contacts qui ensuite peuvent être approfondis. Et moi, j'avais besoin de pouvoir aussi avoir ces contacts pour ramener les 1000 solutions, dès qu'on aura les 1000 solutions, à tous ces chefs d'État-là. Et puis, il faut qu'on ait les 1000 solutions tant qu'ils sont encore au pouvoir, parce que sinon, il faudra recommencer toutes les relations avec le continent. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des chefs d'État, je les ai rencontrés, et par conséquent, ils attendent que je leur amène ces 1000 solutions comme des outils qui leur permettent, autant économiquement qu'écologiquement, de pouvoir progresser. Qu'est-ce que vous attendez pour prendre la présidence de l'ONU? Je ne suis pas sûr que le patron de l'ONU ait tellement de pouvoir. C'est un sujet. Il doit rendre des comptes à tout le monde. On voit comme Kofi Annan s'est fait maltraiter par une partie de la communauté internationale après s'être opposé à la guerre aberrante de 2003 que les Américains ont faite en Irak et qui a déstabilisé toute la région. Kofi Annan avait vu juste, Villepin avait vu juste, Sarkozy aussi. Donc visiblement, c'est des choses qu'il fallait… Non, pardon, Chirac à l'époque avait vu totalement juste et Kofi Annan s'était fait terriblement malmener. Donc, moi, je pense que quand on n'est pas directement impliqué dans un parti ou dans une organisation, eh bien, on peut mélanger, pour reprendre le thème de votre émission, mélanger beaucoup plus de sujets, mélanger beaucoup plus de gens, être moins dogmatique et être plus efficace. Moi, je peux dire des choses dans une émission comme celle-là que je ne pourrais pas dire si je devais être élu dans un parti, parce que je pense qu'on doit combiner ce qu'amènent les différents partis. Aujourd'hui, le grand problème de la politique, c'est que si vous voulez de l'écologie, vous devez voter pour les Verts. Si vous voulez de la solidarité, vous devez voter pour les socialistes. Si vous voulez de la libre entreprise et de la responsabilité personnelle,
vous devez voter centre-droite, et si vous voulez de la sécurité, vous devez voter très à droite. Mais on a besoin des quatre. Alors, vous faites comment de votre bulletin de vote? Comment vous allez prioriser une de ces quatre, un de ces quatre besoins fondamentaux de l'être humain? Non, il faut les mélanger. Et la seule manière de les mélanger, c'est de ne pas être dans un parti et de pouvoir parler le langage en fait de chaque parti pour combiner toutes ces valeurs fondamentales et en faire un mélange qui est beaucoup plus efficient. Alors c'est ce que Emmanuel Macron a essayé. J'espère qu'il réussira parce que si on peut être à la fois de gauche et à la fois de droite, ça permet de combiner beaucoup plus d'outils, d'être moins sectaire, d'être moins dogmatique. Alors aujourd'hui, c'est vrai que autant à gauche qu'à droite, on lui tombe dessus parce qu'il a détruit et la gauche et la droite, mais en même temps, c'est quand même pour construire une manière de faire qui s'était jamais vue en France et qui potentiellement pourrait être beaucoup plus consensuelle et beaucoup plus efficiente. Bertrand Piccard, en effet, dans la permaculture, on l'a vu, mieux, différent, moins, et le mélange. Vous êtes à la fois psychiatre, aéronaute, entrepreneur. J'ai envie peut-être de vous demander quelle est la lecture que vous avez préférée entre justement Jules Verne et Saint-Exupéry. Moi, j'ai aimé l'intersection des deux. Vous savez quel est le livre que j'ai aimé le plus dans Jules Verne? C'est Michel Strogoff. C'est un des romans de Jules Verne où le personnage principal va être aveuglé par son ennemi avec un sabre chauffé à blanc qui va lui être passé devant le visage pour lui brûler les yeux. Et à ce moment-là, il voit passer sa mère, il pleure, et les larmes dans les yeux lui sauvent la vie et lui sauvent les yeux. Et si Michel Strogoff arrive à gagner, c'est parce qu'il a pleuré. Et ça, c'est magnifique, parce que ça montre que le grand héros, c'est pas celui qui est aseptisé, c'est pas celui qui pleure jamais, c'est pas celui qui est le plus fort, c'est justement celui qui est le plus sensible. Et Saint-Exupéry montre exactement la même chose. Saint-Exupéry, quand il a gagné le prix Femina avec Vol de nuit, a été critiqué par les autres aviateurs en disant un aviateur, ça parle pas d'émotion, ça parle de sa mission et c'est tout. Eh bien non, au contraire, Saint-Exupéry a parlé d'émotion, a parlé de sensibilité. Et c'est pour ça qu'il est resté dans l'histoire, peut-être beaucoup plus que des aviateurs qui fonçaient tête baissée dans le mur. Le Petit Prince est un chef-d'œuvre. Terre des hommes, c'est magnifique. Dans Terre des hommes, en fait, il parle de la terre, il parle pas beaucoup du ciel. Dans Terre des hommes, il vole pas beaucoup, il parle de l'être humain. Et puis quand vous voyez Mission sur Arras, c'est comme une révélation spirituelle au moment où il côtoie la mort et qu'il se fait tirer dessus par la DCA allemande pendant un vote de reconnaissance en 1940. Donc, ce qui constitue pour moi les plus belles parties de ces récits, c'est l'émotion à laquelle on peut s'identifier pour nous faire grandir intérieurement. Alors justement, vous parlez d'émotion, vous parlez de sensibilité, et c'est très intéressant parce que c'est souvent l'antithèse de la définition un peu archaïque, un peu machiste du leadership. Et j'aimerais avoir justement votre définition du leadership, sachant que moi je crois que vous avez fait référence tout à l'heure aux explorateurs, au fait qu'il y a un nombre très très limité de personnes qui, si elles sont visionnaires, ultra motivées, peuvent changer le monde. Moi, je crois beaucoup à l'intuition. Quelle est pour vous aujourd'hui votre définition du leadership et au-delà des personnages historiques ou des textes que vous avez cités, quels sont pour vous les exemples ou les sources d'inspiration historiques? Le leadership, pour moi, c'est le sens qu'on insuffle dans l'action. Parce que l'action, elle peut être faite par un manager. Le manager, c'est celui qui gère l'action au jour le jour pour atteindre un but. Mais le leader, c'est celui qui montre le but, celui qui donne le sens. Les Américains ont ce mot de purpose. Moi, j'aime beaucoup purpose parce qu'en un mot, on dit sens, signification, valeur, intention, but, tout ça ensemble. Ce purpose, signification profonde. Si on la montre, si on l'explique, si on motive les gens pour l'atteindre, eh ben on y arrivera. Et moi, j'ai bien vu dans Solar Impulse, qu'est-ce qui fait que des ingénieurs ont travaillé pendant 10 ans
parfois 18 heures par jour, au risque d'avoir des burn-out, pour arriver à faire voler cet avion solaire sans aucun carburant autour du monde. Mais c'est parce qu'ils ont compris que ce n'était pas simplement un avion. C'était un message qu'on faisait passer pour améliorer le monde. Et c'est ça qui les motivait. Et quand j'ai fait la discussion en direct avec le secrétaire général de l'ONU, c'était Ban Ki-moon à l'époque, depuis Solar Impulse, pendant la deuxième partie de la traversée du Pacifique, il y avait toute l'équipe qui écoutait au centre de contrôle de Monaco, ils étaient tous en larmes. Et ils m'ont dit, mais vraiment, on a l'impression de contribuer à l'amélioration du monde avec ce qu'on est en train de faire. Même nous, ingénieurs, ça nous montre une signification à suivre. Et c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui en politique, en industrie, etc. Il faut des gens qui mettent en place cette signification, ce sens des valeurs. Et je suis sûr que la population suivrait les leaders comme ça beaucoup, beaucoup mieux. Mais il faut expliquer. Si on n'explique pas, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas simplement dire aux citoyens, vous devez faire ça ou vous ne devez pas faire ça, sans leur expliquer. Il faut leur montrer le chemin et les enthousiasmer à l'idée d'y arriver. Justement, quel personnage ou historique ou contemporain vous semble aligné avec cette définition du leadership? Dans l'industrie, je vois bien avec la Fondation Solar Impulse, auprès des entreprises avec qui nous collaborons, qu'il y a des vrais leaders. Hein, il y a des vrais leaders industriels. Aujourd'hui en France, quand le président Macron dit j'aimerais changer énormément de choses, j'aimerais changer le système, c'est du leadership. Le problème, c'est qu'il l'explique peut-être pas assez à la population. Je pense que Macron est un leader, mais il l'explique pas assez. Quand vous avez Kennedy qui annonce qu'avant la fin de la décennie, on aura des hommes sur la Lune, ça, c'est un leader. Il a montré un chemin et ensuite les gens ont suivi ce chemin. Mais il n'y a pas beaucoup de grands leaders. Je pense intéressant aussi en Norvège, le ministre des Transports qui a dit qu'à partir de 2040, il n'y aurait plus d'avions à combustion qui voleraient en Norvège. C'est intéressant aussi. Il montre une vision, il explique pourquoi. Puis maintenant, le pays doit travailler pour accomplir cette vision-là. Mais ça manque cruellement. On a beaucoup trop de gens qui font du management au jour le jour plutôt que d'avoir une vision. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, en France, vous avez un excellent tandem entre Bruno Le Maire et Elisabeth Borne. C'est très puissant, très, très puissant, parce que l'insufflation de l'argent dans l'économie française aujourd'hui est faite avec des conditionnalités pour que l'industrie s'améliore et pour que la France devienne exemplaire. Ça c'est très bien. Bon, ça veut dire que les journalistes politiques qui nous suivent ont le futur remaniement en tête, là. Écoutez, je ne sais pas si moi, j'aimerais pas remanier trop à ce niveau-là parce que je trouve que ces deux ministres sont parfaitement bien à leur place. Mais ouais, s'il y en a un qui va à Matignon, c'est pour ça que je dis ça, on parle beaucoup de Bruno Le Maire, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Ah voilà, très bien. Merci. Ça, ce serait bien. Ça, voilà. Jean-Christophe, je crois qu'il y a pas mal de questions qui remontent des réseaux sociaux. Oui, j'ai une question justement de Bertrand qui dirige une PME à Bordeaux qui me pose la question: avez-vous échangé avec Elon Musk sur des partenariats entre Bertrand Picard et Elon Musk? On m'écrit justement, ça doit être explosif entre les deux. Non, mais je connais Elon Musk qui nous a prêté des Tesla pendant le tour du monde à plusieurs escales. Lui, il est vraiment très, très focalisé sur ce qu'il fait avec Tesla, avec SpaceX, etc. Donc, on suit mutuellement ce qu'on fait, on s'écrit de temps en temps, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de vraie collaboration entre nous. Ce serait peut-être à développer davantage, oui. Très bien. Il y a Stéphane qui dit, mais pourquoi vous vous associerez pas, Stéphane qui dirige une entreprise justement dans l'Île-de-France, pourquoi vous associerez pas à une spin-off avec le groupe Airbus? Est-ce que Airbus n'a pas besoin de mieux associer ou d'intégrer des gens comme vous justement pour faire bouger la dimension et la vision du groupe Airbus? Alors,
Oui, et j'aimerais bien collaborer davantage avec eux. Je connais bien leur nouveau patron. Il faut voir quelle est la mission d'Airbus. La mission d'Airbus, c'est de fabriquer des avions qui volent 30 ans, 18 heures par jour pour être rentables. Alors, ils les font de plus en plus optimisés, qui consomment de moins en moins de carburant. L'Airbus Neo consomme 25% de moins que ses concurrents, donc c'est très bien. Maintenant, sans tout démolir, c'est sûr qu'il faut développer une branche d'aviation électrique, que ce soit avec batterie ou avec hydrogène. De toute façon, ça active un moteur électrique qui est beaucoup plus efficient qu'un moteur à combustion. Et moi, je rêve pour ça d'une commande officielle passée par Air France auprès d'Airbus pour dire dans 10 ans, on aimerait un avion 50 places pour du court ou moyen courrier entièrement électrique. Si Air France faisait ça, ben Airbus devrait développer sa filière. Mais pour l'instant, c'est difficile pour un constructeur aéronautique de développer une filière s'il n'y a aucune demande. Donc, créons la demande. Justement, Bertrand Piccard, il y a des questions là-dessus. C'est que pensez-vous du débat qui a été installé ces dernières semaines sur faut-il supprimer des vols entre Paris et Bordeaux, Paris et Marseille? Est-ce que vous l'avez dit tout à l'heure dans l'émission, la bataille contre l'aviation n'est peut-être pas la meilleure des batailles? On pourrait reprendre cette fameuse phrase que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Parce que celui qui critique l'avion et qui fait du streaming de vidéos et qui consomme plus à lui tout seul qu'un voyageur dans un avion, c'est pas logique. Des gens qui gaspillent leur nourriture, qui gaspillent leurs textiles, etc., polluent plus que quelqu'un qui prend l'avion. Alors, l'avion doit s'améliorer, d'accord. Et il y a une vision qui est intéressante. Vous savez, on dit que les sociétés pétrolières doivent devenir des sociétés d'énergie. Et on dit aussi maintenant que les compagnies aériennes doivent devenir des compagnies de voyage, que ce soit avion ou pas. On pourrait très bien imaginer que des compagnies aériennes opèrent des trains entre différentes villes plutôt que des avions. Donc, il y a un équilibre qui va se faire. C'est sûr que si vous faites Paris-Bruxelles, c'est complètement idiot d'aller en avion. Et la ligne a été supprimée en avion. Maintenant, c'est avec un train. C'est avec le Thalys. Peut-être que sur certaines villes françaises, ça pourrait être le cas. Mais si Air France opère des trains au lieu d'opérer des avions, moi, je trouve que c'est une diversification qui est vraiment intéressante. Bertrand Piccard, j'ai une question qui revient beaucoup ce matin. C'est beaucoup d'entrepreneurs ou de start-upers vous interrogent comment vous, en tous les cas, pouvoir accéder à vous proposer leurs solutions technologiques ou innovations pour justement faire partie des 1000 solutions. Comment ils peuvent vous contacter? Quel est le processus, en tous les cas, pour ces entrepreneurs qui nous écrivent ce matin? Alors, c'est une excellente question. Je suis ravi. Ils sont les bienvenus. La première chose à faire, c'est d'aller sur le site de Solar Impulse, de la fondation. C'est solarimpulse.com. Et là, vous suivez la procédure pour devenir d'abord membre de l'Alliance mondiale pour les solutions efficientes. Ça prend 10 minutes. Il faut signer un engagement qui est celui en fait, du Global Compact des Nations Unies sur les valeurs environnementales, humaines, sociales, économiques qu'on veut promouvoir. Donc ça, c'est évidemment facile pour toute entreprise qui est dans des technologies qui protègent l'environnement. Et puis ensuite, il faut soumettre un formulaire qui décrit la solution suffisamment en détail pour que ce soit expertisé par notre groupe d'experts. Alors ça prend plus de temps. Ça, c'est un peu le petit moment de sacrifice fait par les startups ou par les entreprises qui soumettent leurs solutions. Ça prend à peu près une demi-journée, mais on a à la Fondation des collaborateurs qui aident les entreprises à remplir ce formulaire parce que c'est assez détaillé. Ça doit vraiment permettre aux experts de pouvoir se prononcer. Et dès que c'est fait, eh bien, ça passe chez les experts et l'entreprise, si elle satisfait tous les critères de protection de l'environnement, de crédibilité technologique et de rentabilité, reçoit le label. Et avec ce label, c'est une manière de pouvoir trouver plus facilement des investisseurs, des clients, des débouchés, des collaborations, d'être pris au sérieux dans les marchés publics quand ils postulent. On a aussi des pitchs maintenant qui sont organisés au sein des entreprises partenaires de la Fondation par les startups
qui se présentent et qui, comme ça, peuvent trouver des débouchés supplémentaires. Donc, on les aide vraiment à se développer parce qu'on sait que si ces startups se développent, eh bien, le monde ira mieux parce qu'on aura des solutions alternatives plus propres, plus efficientes. Je vais prendre une dernière question, puis ensuite je laisserai Jérôme conclure. Une question qui revient très souvent ce matin. Alors, c'est certainement aussi l'approche des élections municipales. Bertrand Piccard, vous l'avez dit souvent, les villes sont énergivores. Est-ce qu'aujourd'hui, la Fondation Solar Impulse peut apporter des solutions pour les villes? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il va y avoir une sorte de révolution dans les métropoles, les grandes villes, qui ont montré leur fragilité durant le Covid-19? Est-ce que vous pensez qu'il y aura un exode des habitants retournant vivre à la campagne? C'est des questions qui nous sont beaucoup posées ce matin dans le Permar Restart Café. Si les villes continuent à être de plus en plus invivables, je pense que les gens vont sortir des villes de plus en plus, oui, parce que c'est pas possible de vivre dans un environnement aussi pollué que ce qu'on voit aujourd'hui, avec des embouteillages, avec des particules toxiques qui nous rentrent dans les poumons, etc. On arrive à l'entropie maximale, c'est-à-dire la paralysie. Mais par contre, c'est aussi au niveau des villes, je pense, que beaucoup de solutions peuvent émerger, parce que quand on est le ou la maire d'une ville, on va pouvoir agir beaucoup plus précisément, avec des objectifs beaucoup plus ciblés et beaucoup plus rapidement que quand il faut faire des concertations nationales ou des compromis internationaux. Alors oui, nous, on travaille avec des villes, on travaille avec des régions, comme la région Grand Est, où on amène des solutions pour pouvoir répondre à des problèmes locaux. Et puis, on fait connaître à l'extérieur les solutions qui viennent de ces villes ou qui viennent de ces régions. Alors, ce qu'il faut vraiment voir aujourd'hui, c'est qu'une ville peut devenir intelligente. Les smart cities, ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Au lieu d'avoir du gaspillage et de la pollution partout, on peut avoir des villes où la mobilité est propre, où les maisons sont isolées, où la production énergétique se fait par énergie renouvelable, avec du stockage, avec de la distribution, avec de la consommation au bon moment, de la bonne manière. C'est clair qu'il y a énormément de manières d'équilibrer les réseaux électriques pour éviter des pics de consommation qui sont extrêmement énergivores. Pour un pic de consommation unique dans la journée, s'il y en a un chaque jour, il faut que la production du pays soit au niveau de ce pic tout le temps, ce qui fait qu'en dehors du temps, on gaspille. En dehors de ce pic, l'énergie est gaspillée, alors que si elle peut être stockée de manière à être distribuée au bon moment aux bonnes personnes, vous êtes simplement dans le règne de l'efficience. Et les villes aujourd'hui peuvent être des modèles, mais il faut effectivement qu'on s'y mette. Là, on parle, on dit que c'est possible, mais il faut que des gens qui ont le pouvoir de le faire le fassent. Et il faut que les citoyens le réclament. Il faut que les industriels le réclament, puisque c'est aussi des débouchés pour eux. Et il faut que vous, comme journalistes, vous appuyiez à fond cette vision-là, parce que vous savez la puissance que vous avez comme journaliste pour que les électeurs votent dans certaines directions et que les pouvoirs publics suivent ces directions-là. Vous êtes peut-être plus capable d'orienter la politique d'un pays que les politiciens eux-mêmes. Dernière question, Bertrand Piccard. Au fond, vous êtes un triple explorateur. Un explorateur de l'âme, puisque vous êtes à la base médecin psychiatre, un explorateur de la Terre, puisque vous êtes promené autour de la Terre avec différents engins plus innovants les uns que les autres, et puis un explorateur du leadership, on l'a vu, puisque vous parlez, vous influencez les grands de ce monde, grands patrons, grands dirigeants politiques. Et donc, au fond, est-ce que le mieux, différemment, moins que nous appelons de nos voeux, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste sur la capacité à y arriver? Et comme j'imagine que vous allez nous dire que vous êtes optimiste, est-ce qu'au fond, vous pouvez nous donner les mots-clés pour que tous ceux qui vous écoutent, et je crois qu'ils sont très nombreux, repartent et deviennent au fond des militants du mieux, différemment et moins, chacun à son niveau, puisque je pense que chacun peut contribuer. Moi, je suis très optimiste quand je vois les solutions qui existent et je suis pessimiste quand je vois le temps qu'il faut pour les mettre en place et quand je vois les résistances qu'il y a pour les mettre en place. Donc, ce qu'il faut, c'est, entre ces deux extrêmes, il faut être réaliste. C'est-à-dire qu'il faut arriver à combiner
j'aime presque mieux combiner que mélanger. Dans la permaculture, vous mélangez beaucoup. Moi, j'aime combiner et faire des synergies entre tous ceux qui veulent que ça bouge et tous ceux qui veulent que ça bouge dans la bonne direction. Et pour ça, moi, j'ai envie vraiment de réveiller la fibre d'explorateur et de pionnier qu'il y a en chacun. Chacun est un explorateur potentiel. Chacun peut faire mieux, peut faire différemment. Chacun peut explorer, peut découvrir, peut inventer, peut créer. Mais on s'est mis sur la tête et sur le cœur une chape de protection qui nous permet peut-être d'avoir un peu moins peur, de souffrir un peu moins, d'être un peu insensible à certaines choses pour arriver à fonctionner au jour le jour. Mais non, il ne faut pas faire ça. Prenons le risque d'avoir un peu peur parfois. Prenons le risque de rater de temps en temps. Prenons le risque de nous remettre en question, d'essayer des nouvelles choses, de combiner d'autres approches, de sortir de nos certitudes pour arriver à développer cette ouverture dans laquelle on arrivera à trouver plein de solutions et à les intégrer. Donc, on voit que d'un côté, il faut que l'être humain évolue au niveau de sa capacité d'ouverture au changement. Et puis de l'autre côté, il faut aussi répondre aux besoins de tous les jours, qui est le besoin d'avoir un salaire, un travail, une protection sociale, etc. Et ça peut aussi être fait grâce à toutes ces nouvelles manières de produire et de consommer. Donc, on voit qu'on a tous les outils en main, que c'est un moment historique parce que la crise du Covid nous permet de construire quelque chose de différent. Autrefois, on disait c'est dur de tout changer. Bon, aujourd'hui, tout s'est écroulé, on peut reconstruire autrement et c'est une occasion à ne pas rater. Et il faut que chacun fasse tout ce qu'il peut dans son domaine pour y arriver. Parfait. Merci infiniment au nom de la tribune, au nom de TX Studio. Je crois la très nombreuse audience qui nous a écoutés pour à la fois cette vision, ces convictions, ces propos très intéressants, y compris sur la sensibilité qui me paraît vraiment un truc important. Et on continuera à vous suivre avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. J'ai eu beaucoup de plaisir. On avait du temps pour discuter, pour exprimer ses idées, pour écouter des questions. Merci. J'aime ça. Merci à vous. Merci Bertrand Piccard. Merci à vous.